Sirex. Parfait, merci beaucoup. On va justement appeler le modérateur, Christopher. Merci pour ce deuxième panel qui va commencer très prochainement. Est-ce que je vois l'ensemble des intervenants du second panel? Juste un petit mot introductif. Donc, je suis Idrissa Diabira, le team leader du projet ROGEAP pour le PFM, le Project Fund Manager. À l'attention de notre frère de Mauritanie, effectivement, le projet ROGEAP effectivement, couvre les 19 pays, les 15 de la CEDEAO, et parmi les 5 autres, la Mauritanie, bien évidemment, en fait partie. Après cette première session qui visait à appréhender les modalités de mettre en œuvre un écosystème entrepreneurial performant en Afrique de l'Ouest, la deuxième, qui est comment est-ce que l'on peut appréhender le financement du photovoltaïque solaire. C'est une énorme question dont Christopher va avoir l'immense charge de se prêter. Christopher a une double casquette, celle de l'Association du solaire ici en Côte d'Ivoire. Et à ce titre, c'est important que les entreprises du solaire qui connaissent des difficultés d'accès au financement puissent elles-mêmes adresser les questions qui les concernent. Il ne s'agit pas simplement qu'on puisse dire on fait des belles choses, mais est-ce que les choses que l'on fait répondent aux problèmes des entreprises? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je vois Diawara sourire. Et donc, Christopher aura la tâche de mettre le doigt là où ça fait mal, dans l'objectif de trouver des solutions structurelles à cette question. Son autre casquette, c'est effectivement d'être lui-même entrepreneur dans le photovoltaïque solaire, les pompes solaires notamment, et d'avoir la capacité justement d'appréhender cette question. Le financement, de manière générale, est compliqué. Le financement des PME, c'est souvent moins de 10% du portefeuille des banques. C'est encore plus compliqué. Le financement des PME dans le domaine du solaire, c'est quelque chose qui n'est absolument pas connu et donc qui est encore un gros challenge. Comment faire pour trouver les clés de cette solution? Je donne le micro à Christopher pour qu'il puisse essayer de nous fournir des éléments de réponse avec ce qui se fait ici ou là pour faire en sorte que l'on puisse davantage financer les entrepreneurs de la CEDEAO. Magnifique session et merci encore d'avoir accepté de modérer pour nous ce panel. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce panel qui a donc pour thème, comme Idrissa a pu l'introduire, donc le financement du photovoltaïque, de l'énergie solaire photovoltaïque hors réseau dans le contexte de la CEDEAO. Vaste sujet au cœur des préoccupations de la plupart des chefs d'entreprise du secteur. Donc, afin d'évoquer ce sujet passionnant, nous avons la chance d'avoir avec nous des panélistes de qualité, investis eux-mêmes sur ce secteur et qui pourront nous donner les clés pour avoir accès donc, à ces financements. À titre de rappel, donc, ce panel a différents objectifs, celui d'identifier les mécanismes de financement, mais également de discuter les exigences politiques et réglementaires, la promotion des partenariats publics-privés, l'élaboration de recommandations concrètes, mais aussi le partage d'exemples de réussite, parce qu'il y en a. Donc, sans plus tarder, je voudrais appeler donc, le premier panéliste à me rejoindre, donc M. Atikou Diawara. M. Diawara est le chef du département des institutions financières de la BOAD. Il est titulaire d'un master en sciences en management de la Kedge Business School. Il travaille depuis 14 ans dans la banque de développement et est administrateur au conseil d'administration d'une banque ouest-africaine. M. Diawara, bienvenue. Je voudrais appeler M. Ali Ouattara. Donc, M. Ouattara est responsable PME chez Mansa Bank, référent en charge du programme de financement ROGEAP pour les projets d'équipement et d'investissement basés sur l'énergie solaire.
Ali, bonjour. Monsieur Kefas Indangazi, qui est alors, il m'entend? Please, sir, can you come on stage? Welcome. So, Monsieur Kefas donc, est diplômé de l'université de Duke et de l'université de Nairobi. Il apporte plus de 36 ans d'expertise dans la promotion des écosystèmes entrepreneuriaux au sein des PME. C'est également le chef d'équipe ROJAP PFM FSF, donc un peu la go-to personne de ce panel pour toutes les entreprises du secteur. Et enfin, donc, Monsieur Jean-Yves Conan, Head of Operations à Engie. Où est-ce qu'il est? Il était là il n'y a pas longtemps. Il est là. Donc, Jean-Yves Conan est titulaire d'une maîtrise en gestion et de plusieurs certifications délivrées par des écoles prestigieuses telles que Harvard, HEC Paris et le MIT. Bienvenue Jean-Yves. Alors, maintenant qu'on est au complet, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Je rappelle que chacun a environ 2 minutes 30 pour répondre à chaque question. Je vous ferai un petit signe si vous traînez un peu pour qu'on puisse respecter le délai. Donc, alors ma première question va s'adresser à Monsieur Kefas. Est-ce que la traduction est en direct? Très bien, super. Alors, Monsieur Kefas, donc, en tant que chef d'équipe ROJAP, on souhaiterait donc commencer par vous avec une question donc, qui concerne les politiques et les incitations réglementaires. Donc, quels sont aujourd'hui les cadres politiques et les incitations réglementaires qui sont avérés efficaces dans d'autres régions et comment les gouvernements d'Afrique de l'Ouest peuvent-ils les adapter pour attirer les investissements du secteur privé? Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. I didn't know that you're going to ask me about East Africa, but I work and live here in West Africa, but I'll tell you a bit about East Africa. So the East African market, of course, is a bit different from the Western African market. While the West African market is still coming up, the East African market is much ahead, and the constraints that we find in West Africa are not very similar, but we can learn from what has happened in East Africa and to build the West African market. Conflict is one of the challenges in East Africa, also in markets like Somalia, Sudan, and parts of Uganda, northern and northern Kenya, that solar systems are not able to access some of these markets. Banking also being a challenge that some areas like Somalia, northern Uganda, northern parts of Kenya and South Sudan, there's no good penetration of banking systems, and banking systems are not as automated as the central and southern parts of Kenya. That becomes a challenge, and the challenge of the policies in that area. Others is like businesses not being able to actually write good and viable business plans or business models that can be showcased to banks and receive support. However, in the central parts of East Africa, these are really at an advanced stage, and as a deeper penetration of banking systems, easy ways of paying for services. The last time I saw a Kenyan shilling note, I got a bit surprised because I think for 2 years I've not seen real liquid money in the market. Everybody, including my mother who is 89 years, uses mobile money. We use M-Pesa to pay for electricity, to pay for sugar, to pay for milk, to pay for even a loan to my colleagues. We trade using digital money, not really hard currency. So sometimes
when we were at the Google meeting in Nairobi, and colleagues were asking me for money to pay for taxi. We can't find money in terms of real cash. We have money on my phone here. I can buy even from here in Cote d'Ivoire. I can buy food for my house and it gets transferred, or I can buy for power, solar energy. I bought a torch for my mother. Last week, she dropped her torch, a solar torch, in water, and she wanted to buy one solar, and she said, I'm buying this from this lady who is moving around to sell them, and I pay for it through this. So these are some of the challenges, but coming down to here in West Africa and our project here, is that this is some of the challenges we have seen in the area or in the region, the Sahel, Central Africa and West Africa region. And we have then put in place 3 things. One, to enable the SMEs coming up in the sector to deepen and broaden solar system markets in this region. Because of the challenge of access to finance, we provide three types of grants for them, and also a fourth one, which is a competition. And then we also, in addition, have provided 3 levels of capacity building of technical assistance to enable them not only to get money or grants and start selling, but also to get more knowledge, more information, more capacity, and to be able to also apply for credit lines, to apply for other grants in different places. So it's not about this grant. So we have 3 types of grants. Just quickly I can mention. One, we have a matching grant, which focuses on startups, that comes up to 25,000, supported by DGIS and CTF. And then we also have market entry for those companies that are established and are able to enter into viable markets. We offer between $50,000 and $150,000 funded by World Bank, DGIS, and CTF. And then the third one is performance-based grant that we are offering to already established companies in solar, or even those not in solar, to come into solar if you're interested. So we provide what you call performance-based, so where they do the work and then we pay them later on that. Finally, we also have a business plan competition fund that provides first winner some money, second winner. My colleague will later come and talk about this, but those are the 3 or 4 types of grants. And then finally, we have now the technical assistance support to these companies. So it's not only about grants, it's about how do they really expand and deepen the market, the solar market, by capacity building them. So after they get the money, or before they get the money, we help them do the proposals, but after they get the money, we also build the capacities, enable them to really grow, to understand marketing, to understand branding, to understand strategies, how do they actually really grow and become real good companies. To that. Thank you so much. Merci beaucoup, Monsieur Kefas. Donc, on comprend que l'Eurojab donc propose différentes formes de support aux PME, que ce soit à travers de la formation ou des grants ou des lignes de crédit qui sont mises à leur disposition. On sait également qu'au-delà des solutions de financement que vous avez citées, le crowdfunding représente pour certaines structures une solution. Est-ce que, alors on sait que vous y connaissez pas mal en crowdfunding, est-ce que vous pourriez nous dire quel rôle le crowdfunding peut-il jouer pour soutenir l'expansion des marchés solaires photovoltaïques en Afrique, en particulier pour les projets communautaires ou les projets en phase de démarrage? Y a-t-il des défis réglementaires ou opérationnels qui peuvent être relevés pour libérer le potentiel du crowdfunding? Okay, so while we have these grants that we have accessed here,
and as I mentioned, come from the various actors that I've mentioned, CTF and DJS and World Bank itself under the ECOWAS. We are also, of course, looking at past this stage. How do the SMEs ensure that they access other funds? There are those SMEs that have the capacity to go for credit lines, but there are also many other possibilities in the markets, and that's what one of them is alluding to, crowdfunding, where SMEs can go into develop a mechanism to enable to access other funds that exist, whether the funds are precisioned for a particular cause within the solar system, for example, the green facility or carbon credits, to access this kind of funds that exist. And the companies have been built the capacity to how to develop a good proposal for crowdfunding for the existing funds that are existing within. There are actually a lot of grants. There's a website that is called Ed Africa. I saw it, Ed Africa, you can Google it, I think edafrica.org. That lists all the funds that are available for green energy, and you can supply or put a concept for this. Some of the funds are either for carbon facility, or even for just green or for sustainable companies, and this is some of the also elements we are training our SMEs, especially for this ROGIP, to enable them to understand the available grants and how to pull them together into your own on company. We believe that at the end of the project of 2-3 years, that not only will they have accessed this grant, but they will have had the capacity to be able to undertake crowdfunding and access other funds that exist in the area, and to grow and really have the solar market enriched. And yes, thank you. Merci beaucoup, c'est très clair. Donc, des financements existent, des grants existent, du support et du coaching existent également et est à la disposition des PME du secteur. Ne pas hésiter à se rendre sur le site du ROJA pour en savoir plus. Merci beaucoup, Monsieur Kefas. Donc, le prochain panéliste à intervenir donc, est Monsieur Conan, acteur du secteur privé, donc particulièrement concerné par cette problématique. Alors, Monsieur Conan, pour vous, quels sont les principaux risques et défis auxquels les investisseurs privés sont confrontés dans le financement et comment les partenariats publics-privés pourraient-ils contribuer à atténuer ces risques? Merci Christopher. Merci à tous les participants présents. Je voudrais d'abord commencer par repréciser à nouveau que le potentiel, il existe. C'est important de le savoir. Le potentiel, il existe, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire comme de la sous-région. En termes d'objectifs de la CEDEAO, c'est d'ici 2030 d'avoir 48% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. C'est quelque chose d'ambitieux. En 2021, on était déjà à 20%, donc il y a encore un pas à franchir. Néanmoins, il existe, et on va dire, des défis d'ordre majeur. Je pourrais identifier le premier défi qui est lié au cadre réglementaire. C'est très important de savoir que, je ne sais pas pour les autres marchés, mais je suis plus sur le marché ivoirien. Le cadre réglementaire a mis énormément de temps avant de se mettre en place et c'était un gros risque pour les potentiels investisseurs. Mais malgré ça, ça n'a pas freiné quand même l'ardeur des investisseurs à venir investir le temps que tout ça se mette en place. Donc, quand je parle de cadre réglementaire, c'est de pouvoir régir le secteur, réguler le secteur, définir un peu comme un code. Comme on l'a vu dans le code minier, qui régit et mettre en place un système de, je pourrais dire, d'accréditation, pour qu'on sache que, par exemple, ceux qui évoluent dans le secteur, ils ont une licence particulière qui leur donne droit à
X ou Y. Donc, il y a ce premier risque-là qui est identifié qu'il faut pouvoir solutionner. Ensuite, je parlerai des risques financiers, qui est véritablement le nerf de la guerre. Donc, la capacité des entreprises à pouvoir aller rechercher du financement pour pouvoir accélérer leur développement sur les marchés. Ensuite, je parlerai de défis techniques. Dans technique, j'englobe aussi des défis liés à l'infrastructure. Connaissant bien le pays et connaissant les voies d'accès qui nous mènent vers nos end-users, ces voies-là sont impraticables. Donc, tout ça, c'est des défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien pour aller chercher notre part de marché sur le terrain. En termes de défis technologiques, je parlerai de la pénétration du mobile money, qui est certes, en termes de couverture, certes, la pénétration, selon les chiffres de la RTCI en fin 2021, je crois, on était à plus de 170% de taux de pénétration, ce qui veut dire qu'à peu près chaque Ivoirien a au moins un demi-téléphone. Bon, la preuve, chacun de nous a au moins 2 téléphones devant lui. Donc, ça n'a rien à voir avec la couverture en réalité. En zone urbaine, on a la chance d'avoir 100% de couverture. Par contre, dans les zones périurbaines et surtout les zones rurales où se trouvent nos prospères, le taux de couverture est inférieur à 75% à peu près. Donc, il y a encore des zones où on n'arrive pas à avoir accès à la couverture du réseau. Donc, c'est difficile d'adresser ces zones-là. On va parler aussi du mobile money, qui, toujours selon les chiffres de la RTCI en 2021, on était à 60% de taux de pénétration. Le mobile money est certes accepté, mais pour ceux qui sont sur le terrain, comme moi, en tant que directeur des opérations, je descends souvent jusqu'au fin fond du pays. Je vois un peu comment, malgré le fait que le mobile money est vulgarisé dans ces zones, comment est-ce qu'il est perçu et reçu. Il y a encore des réticences au niveau des communautés. Ensuite, je parlerai de défis liés à l'approvisionnement, qui est important. On a vu en 2020 la crise du Covid qui a, on va dire en un terme anglais plus facile, disrupt. Ça a totalement désorganisé toute la supply chain, donc ça a eu pour impact d'augmenter les coûts, ce qui s'est répercuté sur nos différents business models. Après, un autre défi que j'identifie, ce serait le défi d'ordre politique. Donc, on a besoin que le cadre politique soit plus calme, plus apaisé. Enfin, quel autre défi? En termes de durabilité et d'entretien, une fois qu'on a pu installer tous nos systèmes, il faut que cela soit sustainable. Et enfin, un dernier défi que j'identifie qui est lié à l'environnement et à l'écosystème social. Pouvoir traiter les déchets qui seront produits de nos opérations. Je pense que en termes de défis, il y en a énormément. La liste est longue. La liste est longue, donc si je veux les citer, on risque de, on risque de passer toute la journée. Mais je vais m'arrêter sur ceux-là déjà qui sont pour moi les principaux défis auxquels nous faisons face. Deuxième volet de la question, c'était... Les partenariats publics-privés. OK. Mais on va y revenir un peu plus tard dans le panel, si vous le voulez bien, pour donner un peu la parole aux autres. On est un peu pris par le temps. On sait qu'il y a des défis, que les acteurs du secteur privé rencontrent de nombreux défis. On sait également que des initiatives comme le ROJAP sont là pour leur permettre de mieux se préparer à les relever et d'avoir accès à des sources de financement en phase avec leurs besoins et leur niveau de maturité. Mais j'aimerais me tourner désormais vers les financiers de ce plateau qui ont indubitablement un grand rôle à jouer également sur la question. Et j'aimerais donc me tourner vers Ali. Donc Ali, aujourd'hui, on sait que Mensa Bank fait partie des institutions financières partenaires donc, du ROJAP et de la Banque ouest-africaine de développement.
Que faites-vous? Que proposez-vous aux entreprises? On entend beaucoup parler de structures de financement mixtes. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que des financements concessionnels ou des garanties? Comment peuvent-elles être utilisées pour réduire les risques perçus par les investisseurs privés, notamment pour les entreprises en phase de démarrage sur des marchés ouest-africains? Merci Christopher, bonjour à tous. Merci pour la question. Notre présence dans ce panel-là justifie également notre engagement pour pouvoir faciliter l'accès au financement et de cela à l'énergie solaire à tous. Comment est-ce que les institutions financières et les banques peuvent permettre l'accès à l'énergie solaire grâce au financement mixte et aux mécanismes de garantie? C'est de pouvoir démocratiser, vulgariser l'accès à ce financement-là, tel qu'on le constate pour d'autres secteurs. Voilà. Et ça demande à ce que les offres de financement qu'on puisse proposer permettent de toucher le consommateur final. On sait que l'énergie solaire, c'est une énergie avec une grande chaîne de valeur qui part des producteurs au consommateur final. Mon professeur le disait tout à l'heure, il y a un cadre institutionnel qui a pris du temps à se mettre en place, qui est en train de se mettre en œuvre. Les États, y compris la CEDEAO, accompagnent avec des organisations, des initiatives, la vulgarisation de cette énergie-là. Il faut que le secteur privé puisse également jouer son rôle. Et qui dit secteur privé dit PME, et qui dit PME dit besoin d'accompagnement et donc les banques. Donc ici, c'est de pouvoir offrir, que ce soit aux entreprises qui commercialisent ou produisent cette électricité-là, des offres de financement adaptées. L'une des contraintes majeures qu'on a, que ce soit en Afrique ou en Côte d'Ivoire, c'est le coût d'accès à l'électricité solaire. Parce que c'est clair que c'est une alternative, non seulement pour ceux qui n'ont pas accès à l'électricité conventionnelle, et même ceux qui veulent optimiser leurs coûts en fait, et qui ont déjà l'électricité conventionnelle. Mais la problématique majeure reste le coût d'accès. Et pour permettre de pouvoir édulcorer et réduire ce coût d'accès-là, il faut permettre aux entreprises et aux consommateurs de pouvoir aligner leurs revenus sur les charges qui sont générées par l'utilisation de cette énergie-là. Donc déjà, c'est de pouvoir proposer des offres de financement à moyen et long terme. Voilà. Une petite analyse a montré que pour que un kit solaire puisse compétir avec l'électricité conventionnelle, il faut aller sur des maturités de 5 à 7 ans, voire 8 ans, pour que le consommateur final puisse percevoir en fait une comparaison dans ces différents coûts-là. Donc le rôle incombe aux banques de pouvoir proposer des solutions en ce sens-là. Et c'est ce que Mansa Bank fait, que ce soit avec les PME, en leur proposant des financements, j'aurai l'honneur de présenter tout à l'heure, qui permettent à ces entreprises de pouvoir bénéficier du temps nécessaire pour pouvoir amorcer les investissements et pour pouvoir également recouvrer les retours sur investissement dont ils ont besoin pour pouvoir progresser dans ce secteur-là. Et ça ne s'arrête pas là, aux consommateurs finaux que nous sommes, que ce soit les ménages ou même les entreprises qui ont ces installations-là, c'est de permettre, comme je disais tantôt, à ce que les revenus qui souhaitent dégager pour pouvoir amortir ces coûts-là puissent être allongés dans le temps. Relativement aux garanties, les garanties sont de deux ordres. Les banques commerciales peuvent émettre des garanties pour permettre aux entreprises de pouvoir s'approvisionner en kit et ces garanties-là s'émettent auprès des fabricants. Et elles peuvent également collaborer avec les États, les institutions pour mettre en œuvre des mécanismes de garantie qui permettent de rendre en tout cas appréciable le risque qui est perçu dans ce secteur-là, qui est généralement un risque de retour sur investissement, un risque de recouvrement. Et ce risque-là, je pense que l'un des principaux facteurs, c'est le temps qui n'est pas laissé aux uns aux autres de pouvoir générer les revenus nécessaires. Voilà. Donc il y a des garanties qui peuvent être émises par les banques et on a également des garanties qui sont émises en partenariat avec les États et les institutions financières telles que la BOAD et la BAD. Merci beaucoup Ali. On a hâte de voir cette présentation de tout à l'heure où vous pouvez rentrer dans les détails. Alors, on parle de partenariat avec des institutions financières régionales. La BOAD est une banque de développement régional justement qui est au cœur de tous les efforts qui sont réalisés actuellement pour que les financements parviennent en bout de chaîne auprès des entreprises qui en ont besoin.
Le ROJAP est une des initiatives. On sait qu'il y a également d'autres exemples tels que le Fonds vert pour le climat ou le Fonds pour l'environnement mondial. On sait également qu'il existe d'autres leviers potentiels de financement tels que le carbone. Donc, Monsieur Diawara, je me tourne vers vous. En termes de conception de modèles de financement mixte, qu'est-ce qui existe aujourd'hui et quelles sont pour vous les pistes les plus viables pour que les acteurs du secteur privé puissent justement avoir accès à des financements en phase avec leurs besoins et également le profil de risque qu'ils présentent? Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, la Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD, est accréditée auprès du Fonds vert pour le climat, au niveau du Fonds de l'environnement mondial et au niveau du Fonds d'adaptation. Ceci a permis aujourd'hui à la BOAD de pouvoir mobiliser plus de 229 milliards au profit des États membres de l'UEMOA. Donc je vais juste donner quelques exemples parce que pendant longtemps, nous-mêmes en interne, nous avons perçu, ou bien nous avons toujours cette perception que ces mécanismes de financement tels que les fonds verts, c'est vrai, c'est des effets d'annonce, mais pour l'accessibilité des ressources, ça reste un défi majeur. Mais nous y arrivons grâce à un accompagnement, grâce au secteur public et surtout, comme on l'a si bien répété ici, le cadre réglementaire favorable. Parce que rien ne peut se faire tant que nous n'avons pas un cadre réglementaire qui puisse régir tout type d'opérations financières ou bien d'entrepreneuriat. Encore moins dans le secteur de l'énergie, surtout vers l'énergie verte où tout le monde est en train de migrer. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est plus le dénominateur commun de toutes les actions qui sont faites dans le cadre de ces initiatives, c'est le développement durable. Parce que, comme l'a dit hier, je pense au lancement du salon, du forum, il y a cette dualité entre environnement, climat et énergie. Non, le nerf de la guerre, c'est le développement durable. Tous les secteurs confondus doivent s'insérer dans ce cadre-là pour que nous puissions avoir un cadre favorable pour l'investissement et surtout pour l'émergence d'un secteur privé au niveau de notre zone. Donc, en quelques exemples, nous avons des projets de renforcement de résilience sur l'agriculture que nous avons financé au Niger, parce que c'était dans le cadre de l'irrigation de plus de 1000 hectares et qui devrait être alimenté par des systèmes solaires photovoltaïques. Donc ça, c'est grâce à l'accompagnement du Fonds vert à travers notamment 4,5 milliards. Il y a eu au Togo une initiative avec le Fonds d'adaptation qui était un projet hybride dans 50 localités où on a vu que les femmes qui sont dans les activités génératrices de revenus utilisaient des systèmes au fioul. Donc le projet permettait d'avoir une hybridation en mettant des kits solaires isolés au niveau de cette zone. Donc c'était une subvention de 1,5 milliard du fonds d'adaptation. Au Sénégal, il y a le projet d'électrification de 1000 localités, qui est un projet de plus de 130 milliards auquel la BOAD a pu mobiliser à peu près 50 milliards du fonds vert pour venir adoucir les ressources pour avoir de la concessionnalité pour l'État. Donc, et aujourd'hui, il y a un programme aussi au niveau régional pour soutenir le secteur privé. Là aussi, c'est un projet de 80 milliards, dont 40 milliards du fonds vert. C'est pour permettre vraiment cette émulsion du secteur privé pour pénétrer ce marché-là. Et il y a un autre projet régional avec la commission de l'UEMOA, qui est à peu près de 30 milliards aussi. Là, c'est axé sur le renforcement des capacités des entités. Parce qu'il faut savoir sur le domaine des énergies renouvelables, chacun de nos États a des entités dédiées. Et donc, l'idée de ce projet-là, c'est vraiment de fédérer tout le secteur public. Parce qu'encore une fois, l'accessibilité à ces fonds-là peut paraître inaccessible, mais tout est dans la formulation du projet. Souvent, nous mettons beaucoup plus de temps, 1 an, 2 ans, pour la formulation des projets au niveau même étatique, à plus forte raison que ce soit un privé. Donc, aujourd'hui, le projet régional qui vise de 29 milliards, c'est vraiment de mettre toutes les antennes au niveau des 8 pays de l'UEMOA à jour pour que le secteur privé puisse avoir accès
créer le cadre réglementaire surtout, parce que c'est le principal nerf, encore une fois, de ce type de financement-là. Donc, de façon un peu ramassée, voilà un peu ce que ces fonds de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques permettent de faire. Il y a les ressources. Les ressources sont disponibles. Tout est une question d'accessibilité et surtout de compréhension du mode de fonctionnement de ces entités-là. Donc aujourd'hui, l'un de nos rôles, c'est vraiment de faire comprendre déjà au niveau de chacun des États. Donc il y a eu le lancement au Bénin il y a 2 mois de l'initiative, il y a un fonds d'études sur la finance climat qui a été mis en place par la BOAD, grâce au concours de l'Agence française de développement aussi. Donc c'est tous ces mécanismes qui permettront à terme d'avoir déjà un marché viable, régulé, chacun puisse trouver sa place et surtout de tenir le principal qui est le développement durable qui est transversal à tous les secteurs d'activité, pas forcément le focus sur le secteur énergétique. D'accord, merci beaucoup, c'est très clair. Avant d'y revenir, on parlait de régulation. On a évoqué donc les financements existants sous forme de subventions, également le soutien et les lignes de crédit mises à disposition par le ROJAP, la Banque mondiale, la BOAD via ses partenaires locaux. Qu'en est-il du carbone? Quel est le cadre réglementaire aujourd'hui? Est-ce que des entreprises du secteur peuvent en tirer un avantage? Est-ce un véritable levier financier disponible pour tous? Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, sur le marché du carbone, encore une fois, c'est un outil aujourd'hui qui existe vraiment pour mobiliser encore davantage de ressources. Je me souviens en 2009, la BOAD a financé justement un projet pilote ici en Côte d'Ivoire, la DERCI, dans le cadre de la décharge d'Akwedo, en termes de captage de tout ce qui est méthane. Donc ce projet-là, il y avait la composante de vente de carbone qui venait en support des revenus de la société. En réalité, même c'est la vente de ces crédits carbone qui devait permettre de régler la dette. Mais ce qu'il faut constater, à partir de 2012, le marché du carbone a été complètement déréglé parce qu'on a vu la baisse du prix du carbone qui a été divisé par 10, par 20 sur les marchés, et surtout au niveau des accords internationaux, parce que la vente des carbone était beaucoup plus basée sur les protocoles de Kyoto, mais on arrivait à la COP de Paris qui a laissé complètement tous ces protocoles de Kyoto pour un nouveau cadre. Donc c'est ça qui a déréglé complètement le marché du carbone au niveau mondial. Mais aujourd'hui, il y a des initiatives qui ont été faites, notamment qui sont en train d'être faites au niveau de la zone, notamment par la BOAD, dont je parlais tantôt de ce fonds d'études climat, qui va permettre aux entrepreneurs privés de pouvoir financer des études via ce fonds-là. Mais il faudrait encore, comme je l'ai dit, tout revient au niveau étatique, public, national. Parce qu'il faudrait que ces projets puissent rentrer dans les priorités de nos États. Et là encore, pour avoir accès à ces ressources-là, c'est que l'État va délivrer une lettre, dire qu'aujourd'hui, voilà ce secteur-là et ce projet est prioritaire pour moi. Ça peut bénéficier de ces mécanismes. Au niveau sous-régional CEDEAO, je pense qu'il y a une initiative aussi qui est au plus tard 2025 pour de lancer une initiative carbone, de mettre en place le cadre réglementaire, de définir le marché et surtout de déterminer le prix du carbone. Parce que là encore, est-ce qu'il faut être dépendant des acheteurs qui sont hors continent, ou bien c'est de créer nous-mêmes notre offre et notre demande pour permettre aux entrepreneurs d'avoir accès à ces ressources qui permettent la concessionnalité des ressources et surtout d'apporter des revenus supplémentaires dans le cadre de ces projets, de nos projets. Donc c'est un outil de financement qui permettra aux entreprises privées d'avoir des projets viables parce que c'est des compléments de revenus qui viendront amortir le coût du financement et amortir aussi le taux d'intérêt de ces projets-là. Donc nous espérons qu'avec l'initiative de la CEDEAO dans le cadre d'ici 2025, que tout ceci puisse évoluer de façon favorable pour avoir ce marché carbone-là au niveau de notre zone. Très bien, merci beaucoup Monsieur Diawara. J'espère que c'est un peu plus clair pour notre audience. Donc il faut savoir que ce sont des sujets qui sont
avant tout donc pilotée au niveau local et que le cadre réglementaire de chaque État doit être prêt préalablement à l'utilisation de cette ressource financière-là par les entreprises. Donc, avant de passer rapidement à une session de questions-réponses avec le public, je voudrais poser donc, à la présentation de Mensa Bank, je voudrais poser donc une dernière question à Jean-Yves. On a évoqué différents modèles de financement, sauf un, celui du financement par les consommateurs, donc communément appelé le pay-as-you-go, paiement à tempérament. Aujourd'hui, est-ce un modèle qui permet d'assurer, est-ce une piste viable pour permettre aux consommateurs et aux ménages à faible revenu dans les zones reculées d'avoir accès à des systèmes photovoltaïques solaires? Et comment ces modèles de financement par les consommateurs peuvent-ils être adaptés aux conditions économiques locales? Est-ce que ces financements ne doivent être portés que par les acteurs du secteur via du financement sur bilan? Existe-t-il d'autres sources de financement pour ces consommateurs finaux-là dans les zones rurales? Merci Christopher. Question très pertinente. Je dirais que à date, ce modèle-là a quelques limites aujourd'hui. Donc, en termes de solutions pour effectivement booster ce modèle de financement, je vois entre autres le financement via des microfinances. Voilà, la microfinance pourrait être une solution pour nous les acteurs du secteur, nous accompagner sur le financement par les ménages, parce que le modèle Pay as you go, comme on le dit, le ménage va payer selon son besoin, alors que généralement les business models que nous mettons en place sont prévus pour être rentabilisés dans un délai précis. Donc on est obligé de contraindre le client à payer dans le délai pour que nous, on puisse avoir un retour sur investissement. Donc ce modèle-là, à la longue, ne va pas nous arranger. Parce qu'un client qui est censé payer sur 3 ans, s'il va à son rythme et en fonction de ses moyens, il peut se retrouver à payer sur 10 ans. Et donc, en termes de solutions, comme je disais, via les microfinances, via des levées de fonds. Notamment, on a Rogeap qui finance énormément de projets dans le secteur. Nous avons été lauréats d'un projet financé par Rogeap qui a été lancé l'année dernière. Donc, nous sommes en phase de finalisation pour avoir les financements nécessaires par rapport au projet qu'on a soumis. Donc, on a soumis encore un nouveau projet pour 2024. Donc, ça peut être des solutions aussi pour permettre d'accélérer le déploiement sur le terrain face aux nombreux défis d'ordre, on va dire, d'infrastructures, techniques, tout ce que j'ai cité précédemment. Ensuite, on peut parler de financement participatif, un peu comme les crowdfunding, levée de fonds où tout le monde participe en mettant une mise pour aider véritablement à financer ces systèmes-là pour les communautés locales. Enfin, une autre source de financement pourrait être des subventions qui seraient apportées par l'État. Donc, aller rechercher auprès de l'État, du gouvernement, des subventions ou des financements pour nous accompagner. Donc, développer plus le partenariat public-privé qui, par la suite, va permettre non seulement d'accélérer ou peut-être de régler le cadre réglementaire, donc la mise en place totale du cadre réglementaire, de garantir derrière une solution en termes d'incitation. Sur